le champ magnétique de la Terre diminue et les pôles dérivent. Une constellation de 3 satellites, baptisée Swarm, tente d'analyser ce qui se passe à l'intérieur même de notre planète. Gemini 7, are you able to see in the windows of 6 very easily and vice versa? Les missions Gemini 6 et Gemini 7 ont volé en formation. Mais l'objectif initial qui visait à faire se rencontrer les 2 appareils en orbite, une manœuvre appelée amarrage, n'a pas pu être réalisé car l'Agena, le véhicule cible de Gemini 6, a explosé juste après son lancement. Tous les vols Gemini suivants comporteront des manœuvres de rendez-vous et d'amarrage, notamment Gemini 8, avec les astronautes Neil Armstrong et Dave Scott. Les astronautes de la NASA doivent être des pilotes chevronnés. Pour les former, l'Agence spatiale américaine dispose d'une flotte de T-38, des avions d'entraînement supersoniques. Afin d'augmenter leurs heures de vol, les astronautes se déplacent entre les différentes installations du pays à bord de ces biplaces. C'est dans un de ces avions qu'Elliot Say et Charles Bassett, les astronautes choisis pour Gemini 9, périront quelques semaines avant le lancement de leur mission. Alors qu'ils partent inspecter leur engin spatial dans les locaux du constructeur aéronautique McDonnell, à Saint-Louis, dans le Missouri, leur T-38 s'écrase sur l'un des hangars de l'usine à cause de la mauvaise visibilité. Ce sont finalement Tom Stafford et Gene Cernan qui assureront le vol Gemini 9. Le 16 mars 1966, Gemini 8 patiente sur la rampe de lancement 19. Le véhicule cible Agena, lui, est sur la rampe 14. L'Agena doit décoller 95 minutes avant le vaisseau Gemini et les 2 engins sont censés s'arrimer 6 heures environ après le lancement. Mais l'amarrage n'est pas le seul objectif de la mission. Dave Scott doit être le 2e Américain à marcher dans l'espace après l'astronaute Ed White en 1965. Le programme Gemini a pris du retard et ce vol vise à le combler. Tandis qu'Armstrong et Scott prennent place à bord de leur appareil, l'Agena est déjà à la fin de son compte à rebours. Les ingénieurs du centre de contrôle ont une confiance limitée dans la fusée Agena depuis qu'elle a explosé lors d'un précédent allumage. Mais cette fois, tout se déroule comme prévu et l'Agena sera bien en orbite à l'arrivée de Gemini 8. L'Agena est censée pouvoir être commandée depuis le sol ou depuis l'engin habité. Mais comme les ingénieurs au sol rencontrent des difficultés pour recevoir des informations du véhicule cible, ils ont encore des doutes quant aux capacités de son système de contrôle. Avant l'amarrage, on conseille à l'équipage d'éteindre le système de l'Agena s'il pose problème. La manœuvre d'amarrage se déroule sans le moindre accroc, au point que le centre de contrôle n'est pas certain qu'elle ait eu vraiment lieu. Cependant, des problèmes ne tardent pas à survenir. Le véhicule arrimé commence à tourner sur lui-même et il ne répond plus. Armstrong se sépare immédiatement de l'Agena, mais la rotation repart de plus belle, mettant la vie des astronautes en danger. Ils engagent un retour d'urgence vers la Terre. Les analyses conduites par la suite mettront l'Agena hors de cause et révéleront qu'un des propulseurs du Gemini était en fait resté bloqué. Le vol a duré moins de 11 heures. Les 2 appareils sont restés arrimés seulement 30 minutes et personne n'a pu marcher dans l'espace. Mais les responsables de la mission saluent le sang-froid et le professionnalisme dont Armstrong a fait preuve et qui ont permis d'éviter une catastrophe. Armstrong et Scott amérissent dans l'océan Pacifique, près du Japon. Ce sera le seul vaisseau Gemini à ne pas se poser dans l'Atlantique.
Après l'échec de la fusée cible Agena au cours de la mission Gemini 6, ses concepteurs sont soulagés qu'elle ait bien fonctionné pour Gemini 8. Pour certains, ces difficultés sont liées au nombre d'acteurs qui sont intervenus dans sa fabrication. Convair ayant conçu le premier étage de l'Agena, Lockheed l'étage supérieur et McDonnell l'adaptateur d'amarrage. En mai 1966, le GATV-9, le véhicule cible Agena, est prêt pour le lancement. Il est la cible orbitale de Gemini 9. Les 2 premières minutes se déroulent comme prévu. Mais ensuite, un court-circuit fait dysfonctionner le propulseur droit de la fusée qui dévie de sa trajectoire et s'abîme dans l'Atlantique. Convair reconnaît sa responsabilité dans l'accident. Comme pour Gemini 6, les 2 astronautes de la mission se retrouvent à bord d'un vaisseau prêt à partir, mais avec nulle part où aller. Tom Stafford, qui a déjà 2 lancements avortés avec Gemini 6 à son actif et un 3e désormais avec Gemini 9, est surnommé « maire de la rampe 19 ». Mais cette fois, un véhicule de secours est disponible. L'étage supérieur ne dispose pas de moteur, mais il est équipé d'un collier d'amarrage. Il décolle 2 semaines plus tard. Gemini 9, rebaptisé Gemini 9A, doit suivre peu après. Mais 3 minutes avant la mise à feu, les ordinateurs au sol perdent le contact avec les ordinateurs du vaisseau. Avec une fenêtre de seulement 40 secondes, le lancement est annulé. Deux jours plus tard, la NASA fait une nouvelle tentative. C'est la 6e fois que le commandant Stafford prend place à bord, mais il n'a pu mener qu'une seule mission à son terme. Stafford et Cernan rattrapent rapidement leur cible orbitale, mais il y a un problème. La coiffe de protection ne s'est pas détachée. Des techniciens inexpérimentés ont serré trop fermement les sangles de maintien et l'enveloppe est restée en place. Selon l'expression de Stafford, l'engin ressemble à un alligator en colère. Les ingénieurs au sol cherchent désespérément une solution, mais les risques sont trop élevés pour les astronautes. Il n'y aura pas d'amarrage au cours de cette mission. Plus tard, Cernan quitte la capsule. Il doit tester une nouvelle unité de manœuvre dans l'espace, mais son rythme cardiaque augmente de manière tellement inquiétante que les médecins lui ordonnent de retourner à l'intérieur. Il a transpiré et son casque est couvert de buée. John Young est choisi pour diriger la mission suivante, Gemini 10, avec Michael Collins, qui n'a encore jamais effectué de vol spatial. Ce dernier doit aussi assurer la prochaine sortie extravéhiculaire. Il s'entraîne dans un simulateur pour se familiariser avec l'utilisation du pistolet à gaz. Mais les sorties dans l'espace ont toujours présenté des difficultés inattendues et entraîné une fatigue trop importante pour les astronautes. Les vols Gemini répondent à présent à une routine bien rodée, avec un véhicule cible Agena partant 100 minutes avant le vaisseau spatial habité. Cette fois, aucun retard n'est à déplorer. Les astronautes ont un planning chargé. Ils doivent rattraper les erreurs des 2 missions précédentes. L'Agena les attend comme prévu. Les manœuvres de rendez-vous sont désormais maîtrisées. Young et Collins rejoignent la fusée et 6 heures plus tard, ils sont arrimés. Gemini allume le moteur de l'Agena pour se propulser à une orbite supérieure, où il retrouve un autre Agena datant du vol Gemini 8. Les exercices de rendez-vous et d'amarrage se sont bien passés, mais l'activité extravéhiculaire pose toujours des difficultés,
notamment à cause des combinaisons des astronautes qui limitent leur mouvement. Lors du vol suivant, Gemini 11, Richard Gordon aura lui aussi beaucoup de mal à mener à bien les activités extravéhiculaires. Pour pallier ce problème, la NASA met au point une nouvelle technique d'entraînement, toujours en vigueur aujourd'hui. La plongée sous-marine étant considérée comme une bonne préparation physique et respiratoire, l'agence spatiale construit une maquette du Gemini et de l'Agena dans la piscine d'un lycée de Baltimore. 60 jours seulement avant le lancement de Gemini 12, Buzz Aldrin débute son entraînement. En plus de sa combinaison spatiale, il porte 28 kg de plomb pour obtenir une flottabilité neutre. Pour faciliter ses déplacements, il est relié à une longe. Les comptes rendus détaillés d'Aldrin aident les ingénieurs à concevoir une rampe qui rende l'activité extravéhiculaire, ou EVA, plus précise. Le 11 novembre 1966, tout le monde est sur le pont pour l'ultime mission Gemini. Le commandant de bord, James Lovell, et son pilote, Buzz Aldrin, prennent place à bord de leur vaisseau. Beaucoup des membres de l'équipe présents pour les saluer ont travaillé des années durant sur ce projet. Il a été un temps envisagé de retarder Gemini 12 afin que cette mission coïncide avec le premier lancement du programme Apollo. Mais des retards dans la livraison du nouvel engin spatial et de son booster géant poussent la NASA à renoncer à ce projet. Le rendez-vous avec l'Agena se déroule sans accroc. Mais à terre, une anomalie dans les données télémétriques suggère que le moteur principal de l'Agena pourrait poser problème. L'équipe décide donc d'annuler le vol vers une orbite élevée. Le commandant Lovell arrime les deux appareils. Le lendemain, Aldrin sort du véhicule. La rampe aménagée pour faciliter ses déplacements change complètement la donne. Aldrin avance de manière progressive et mesurée, ce qui lui permet d'économiser ses forces. Il accomplit sans difficulté toutes ses tâches. Il parvient notamment à attacher une longe entre Gemini et l'Agena. Quand le vaisseau spatial se désolidarise, les deux appareils restent ainsi reliés. C'est une technique que la NASA tenait à tester, mais elle ne l'a jamais réutilisée depuis. Le programme Gemini se termine en beauté. Jim Lovell a établi un nouveau record. Personne avant lui n'avait passé autant de temps dans l'espace. Buzz Aldrin est quant à lui l'astronaute ayant le plus d'heures extravéhiculaires à son actif. Le programme Gemini a atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. Le 6 août 2012, le robot de la NASA Curiosity se pose sans encombre sur Mars. Les premières semaines sont consacrées à la reprogrammation du rover et au calibrage de ses différents instruments. Le robot a atterri dans le cratère Gale, formé par l'impact d'une météorite il y a plus de 3 milliards d'années. Cet emplacement n'a pas été choisi au hasard. Des éléments indiquent qu'il aurait autrefois abrité un lac. Curiosity cherche donc des preuves de la présence d'eau au cours des premières années de la planète Mars, afin de savoir si elle a pu accueillir ou non une forme de vie. Le robot est équipé de plusieurs caméras.
Sur le mât central, 2 d'entre elles sont sensibles à toutes les couleurs du spectre et fournissent des images à haute résolution. La première caméra a un champ de vision de 15 degrés, tandis que l'autre offre un champ plus réduit, 5 degrés. Toutes deux disposent de 8 gigaoctets de mémoire flash. Curiosity possède 2 ordinateurs qui lui permettent de transmettre à la Terre les données recueillies, soit directement, via la bande X de l'amplificateur, soit sur la bande de fréquence très haute, ou UHF, via les orbiteurs de Mars. Les communications avec l'antenne UHF sont préférables, car elles offrent un débit plus important. Le mât du robot est également pourvu de 2 caméras de navigation en noir et blanc, conçues pour fournir une vue en 3D aux équipes au sol qui tracent les itinéraires de Curiosity. Le mont Sharp, haut de 5500 mètres, est l'un des principaux objectifs de Curiosity. Mais il lui faudra 2 ans pour l'atteindre, le terrain étant couvert d'éléments que les scientifiques veulent examiner en chemin. Le robot peut se déplacer de manière autonome, mais c'est le JPL de la NASA qui détermine les destinations. Ces images mettent en évidence la présence d'eau sur ce site dans des temps antérieurs, ce que viendront confirmer des analyses chimiques. Le mât de Curiosity est aussi équipé d'un laser et de différents instruments qui, tous ensemble, peuvent étudier des cibles jusqu'à 7 mètres de distance et analyser leur composition chimique. Afin d'examiner de plus près la roche, l'extrémité du bras du rover est munie d'une perceuse, permettant d'extraire un échantillon. Ce bras est également pourvu d'un spectromètre à rayon X et d'un système d'imagerie permettant d'obtenir des images d'une précision microscopique. Curiosity introduit de la poudre extraite de la roche dans un instrument appelé Kemin, qui, à l'aide de rayons X, peut déterminer la composition minérale du sol martien. Les premiers échantillons prélevés ont ainsi révélé la présence de soufre, d'azote, d'hydrogène, d'oxygène, de phosphore et de carbone. Mais Curiosity a tout de même rencontré certains problèmes techniques. Quelques mois après le début de la mission, l'ordinateur principal a été mis en veilleuse. En utilisant l'ordinateur de secours, le personnel de la NASA mettra 3 jours à restaurer le système. Par ailleurs, les roues métalliques du rover commencent aussi à montrer des signes de faiblesse. Des cailloux très pointus sur le sol les ont endommagés, ce qui oblige les scientifiques à faire plus attention aux itinéraires qu'ils choisissent. Le rover possède 2 détecteurs qui ont recueilli des données suggérant qu'une mission habitée sur Mars ne devrait pas présenter de risque trop important de radiation. La prochaine étape de la mission de Curiosity consistera à escalader les versants du mont Sharp. Les scientifiques ont hâte de découvrir les strates de roche que leur robot mettra au jour. Un flux de particules chargées émane du Soleil. Connu sous le nom de vent solaire, il souffle à travers tout le système solaire. Au cours des périodes d'activité solaire intense, des éjections de masse coronale bombardent les planètes. La Terre est en grande partie protégée par son champ magnétique, mais dans les régions polaires, où les lignes de champ magnétique convergent, des particules peuvent former une spirale descendante et entrer en contact avec les couches supérieures de l'atmosphère, créant des aurores. L'étude de la géologie de la Terre a permis d'établir que les pôles s'inversent de façon imprévisible toutes les 100 000 à 50 millions d'années. Et au cours des 150 dernières années, l'intensité du champ magnétique de la Terre a décliné d'environ 15%. Pour en savoir plus sur les fluctuations du champ magnétique terrestre, l'Agence spatiale européenne a mis en orbite un trio de satellites d'observation appelé SWARM.
Cette constellation de satellites a pour mission de mesurer l'intensité et la direction du champ magnétique. Une fois en orbite, chacun déploie un magnétomètre situé à l'extrémité d'un long mât afin de le tenir à l'écart du corps du satellite et de ses parasites électromagnétiques. Appelés Alpha, Bravo et Charlie, les 3 satellites ont été placés à des orbites différentes, à une altitude de 530 km maximum. Les oscillations du mât mettront plusieurs minutes à se stabiliser. Au fil du temps, Alpha et Charlie suivront la même trajectoire et leur orbite déclinera naturellement. Bravo, lui, maintiendra son altitude mais il dérivera progressivement. Cela permettra aux chercheurs d'obtenir une vue en 3D de la magnétosphère. Si le champ magnétique de la Terre est en premier lieu généré par l'activité du noyau liquide, une petite partie de ce magnétisme provient des roches aimantées de la croûte terrestre, notamment dans les fonds océaniques. Les satellites SWARM permettront aux scientifiques d'établir une carte dynamique de l'intérieur de la planète. Ils veulent comprendre pourquoi le champ magnétique diminue et pourquoi les pôles dérivent. Il y a 780 000 ans, les pôles magnétiques se sont inversés et les chercheurs veulent savoir si les fluctuations actuelles sont les symptômes d'une inversion prochaine. Dans l'Atlantique Sud, où le champ est particulièrement faible, le vent solaire pénètre à des altitudes inférieures. Ici, plus qu'ailleurs, les satellites rencontrent des difficultés quand ils survolent cette région. Les informations recueillies grâce aux satellites SWARM sont d'une importance cruciale. La poursuite de l'affaiblissement du champ magnétique exposera davantage la surface de la Terre à la radiation solaire, avec des conséquences pour tous les êtres vivants.